Roselyne et le nain vert de Michel Arnegui, illustration de Pierre Le Guen, narration Cédric Castella. Les vacances de Noël finies, Vincent retourna à son collège et Roselyne à son école. C'est sûrement la plus jolie école de France, pensait-elle chaque matin en arrivant dans la cour fleurie où le préau à colonnes avait des grâces de villa italienne, telles qu'elle en avait vues dans un livre de classe. Que de rosiers, que de glycines, que de fleurs dont elle n'aurait pas su dire le nom, et ces murs disparaissant sous le violet éclatant des bougainvillées, et ces figuiers de Barbarie, plus chargés de piquants qu'une armée de hérissons. Il fallait faire bien attention à ne pas jeter une balle au milieu. Pastor, une fois, avait voulu y mettre le nez, croyant sans doute qu'un lapin se cachait derrière les larges tiges épaisses de 3 doigts, et il en était ressorti la truffe lardée d'épines, si brûlante qu'il en avait perdu toute dignité. Sans se soucier de troubler la leçon d'histoire en cours derrière les hautes fenêtres de la classe, il avait hurlé comme le cochon de la tante Béranguier, qui était bien le plus braillard de tous les cochons de Provence. Line avait passé toute une journée à débarrasser le pauvre Pastor de ses piquants, tandis que Riquette se moquait de lui. Ce n'était pas elle qui irait plonger sa barbiche dans les figuiers de Barbarie. Elle était bien trop maligne. Fanfan, disait parfois Line à son petit frère, si tu vois le facteur, sauve-toi. Lui n'est pas méchant, mais ce qu'il a dans sa sacoche fait plus de mal que les torpilles que l'on fabrique à l'usine du bord de la mer. Les torpilles, il les lance pour les essayer et elles se perdent au large. C'est du moins ce que dit l'oncle Béranguier pour faire enrager son frère contremaître à l'usine. Tandis que les lettres recommandées, elles ne se perdent pas. Fanfan se moquait des torpilles et des lettres. Il n'avait pas 5 ans et il aimait justement beaucoup le facteur, qui souvent, lorsqu'il entrait déposer le courrier chez la tante Béranguier, le coiffait de son képi à cocarde et lui permettait de faire sonner éperdument le timbre de sa bicyclette. « C'est le plus beau garçon de la commune !» disait de lui le facteur. Et Fanfan se rengorgeait. Cependant, il n'arriva pas d'autres lettres, et à la veille des vacances de Pâques, ce fut l'oncle du Haut-Var qui, venant de sa Bastide éloignée, débarqua dans le tintamarre de sa camionnette. « Cette fois, j'emmène la petite, proclama-t-il à peine eut-il mis le pied à terre. Ma femme se languit d'elle. Je vous la ramènerai à la fin des vacances. Si ma camionnette veut bien remonter jusqu'ici. Elle chauffait tellement que j'ai dû m'arrêter 2 fois. Toute la côte en première, vous pensez? La mère de Line sourit à son frère. Ve pleure pas. Un ami de Sainte-Maxime nous a porté du poisson. Je vais te faire la bouillabaisse. Vous n'en mangez pas souvent là-haut. L'oncle Figanière s'affaira autour de sa camionnette, dont il descendit un fût vide, qu'il remporterait plein du vin fruité de la ferme. Il apportait aussi 2 agneaux, car il possédait sur le plateau de Canjuère une grosse bergerie, et une bonbonne d'huile d'olive prise en passant à Trans en Provence, où il avait au soleil 2 bons hectares d'oliviers. Line suivait ce débarquement avec un intérêt plus grand que d'habitude. La réflexion fronçait ses sourcils, et l'on oubliait d'aller coiffer ses cheveux emmêlés, comme le lui avait recommandé sa mère. L'oncle Figanière a des sous, alla-t-elle bientôt confier à Riquette. Je crois qu'il va sortir papa de l'ennui. C'est Sainte-Anne qui nous l'envoie. Riquette
rafla d'un tour de langue un pied de trèfle rose qui poussait au bord de la fontaine. La bouche pleine de suc acide et savoureux, elle commenta sans ménagement, comme toujours. Même si l'oncle Figanière prêtait des sous à ton père, à quoi cela servirait-il, puisque la ferme n'est pas à vendre? Et puis, même si elle l'était, crois-tu que l'oncle Figanière a assez d'argent pour acheter une ferme à tes parents? D'ailleurs, j'ai entendu dire qu'il mariait sa fille à la fin de l'année. Et ça va sûrement lui coûter cher. Elle est tellement pas bêche, cette grande-là. Elle va sûrement vouloir qu'on lui fasse la plus belle noce du département. Roselyne baissant la tête, Riquette regretta d'avoir parlé avec tant de vivacité. Pour se faire pardonner, elle se mit à tourner comme une folle autour de la fontaine, faisant 1000 cabrioles, bondissant par-dessus Pastor, indigné. Mais ces excentricités qui d'habitude déclenchaient le fou rire de Lynn ne la déridèrent pas cette fois-ci. Le cœur gros, elle retourna vers la maison, laissant Riquette déconfite. La vieille camionnette bringue-ballait, cahotait, et il y avait tant de virages sur cette route que Lynn avait un peu mal au cœur. Elle était assise à côté de son oncle, qui après le déjeuner s'était enfermé avec ses parents. La conversation avait duré longtemps, et maintenant, le front soucieux, l'oncle Figanière se taisait. D'habitude, sur la route, il ne tarissait pas. Il expliquait à Lynn tout ce qu'il voyait. « Regarde là-bas, tu reconnais la chapelle de Sainte-Roseline, ta patronne? Et ces oliviers, et ces arbres fruitiers, vois comme ils sont beaux. Ils ont de la bonne terre par ici. Tiens, nous voilà à Draguignan, où ton cousin Vincent est en pension. Ce beau bâtiment-là, c'est la préfecture. Tu sais ce que c'est qu'une préfecture? Et un préfet? Draguignan est le chef-lieu du Var. » Lynn avait appris tout cela à l'école où la maîtresse donnait tant de mal pour ses petits élèves. Elle était bonne écolière et toujours en tête de sa classe, quoiqu'elle aimât par-dessus tout courir la colline avec Riquette et Pastor. Passé Draguignan, l'oncle disait toujours « Maintenant nous allons entrer dans des gorges et passer au pied d'un très vieux village planté sur des rochers à pic. Nous allons ensuite nous élever à près de 1000 mètres et pénétrer sur un plateau que l'on appelle un plan ici en Provence, et qui est un grand désert de pierre où il n'y a que des troupeaux de moutons. Et dans certains endroits, là où il y a un peu de terre, des champs de lavande. » Mais cette année, l'oncle Fig, ainsi qu'il avait baptisé Fanfan, ne disait rien. Une fois passé le vieux village perché si haut sur ses rochers, Lynn n'y tint plus. « Tu le connais, toi, le propriétaire de notre maison? »« Il est mort l'année dernière. C'est sa femme, une jeune dame, qui veut reprendre la maison. »« Pourquoi? Elle n'en a pas d'autres? »« Si, plusieurs autres. À Paris, je ne sais où. »« Alors pourquoi veut-elle la nôtre? » ?»« Son fils est malade. Le médecin lui a ordonné le midi et l'air des pains. » Ah. Lynn se tut, ne trouvant rien à ajouter. L'oncle retomba dans son mutisme. Ils firent de longs kilomètres en silence, jusqu'à ce que l'oncle Figanière annonça « J'ai fait le détour par Comps, comme d'habitude. Je vais m'y arrêter un moment, j'ai quelqu'un à voir. Tu pourras descendre si tu veux. » Quand l'oncle se fut éloigné, Lynn souleva doucement la bâche de la camionnette. Tout contre la grosse barrique maintenant pleine et bien calée à cause des virages, Riquette et Pastor dormaient.
Le menton de Riquette reposait sur les flancs de Pastor. La fatigue du voyage leur avait fait oublier leurs éternelles querelles. Lynn eut un petit sourire heureux. Quelle chance que ses deux compagnons fussent là. Jamais elle n'aurait osé penser que ses parents consentiraient à les laisser venir, ni que l'oncle Figanière accepterait de s'en charger. Quel brave homme cet oncle Fig. Jamais Lynn n'en avait été aussi convaincu qu'aujourd'hui. Et de plus, il avait répondu sans hésiter à ses questions. Lynn, les yeux fermés, imaginait maintenant cet enfant malade qui allait la chasser de chez elle. Si seulement il pouvait le voir, lui parler, parler à sa mère. Puisqu'ils avaient tant de maisons, ils accepteraient peut-être de lui laisser la sienne. Elle ne devait pas être méchante, cette dame. Et puis, la colline était grande. La dame pourrait se faire construire ailleurs, un peu plus loin, une de ces belles villas comme il y en a tout au long de la côte. Oui, mais chez Lynn, il y avait la source, cette source que tout le monde enviait. Peut-être que pour se guérir, le petit garçon ne devait boire que cette eau si pure, si transparente, que l'on pouvait compter les brins d'herbe qui en tapissaient le fond, toujours glacés, même au cœur de l'été. Si la dame acceptait de venir habiter à peu de distance de la ferme, Lynn voulait bien porter tous les jours à son fils de l'eau fraîche, puisée à la source. Et même, elle lui amènerait Riquette pour le distraire. Peut-être que le petit garçon malade comprenait le langage des bêtes. Pastor, maintenant réveillé, mit ses pattes de devant sur la ridelle de la camionnette et passa le nez dehors. Il fait plus froid ici que chez nous. Si c'est pas malheureux, s'indigna Riquette. Un chien de berger qui a des poils lents comme ça, et à qui il faudrait mettre un paletot comme assez bon à rien de chien de la ville. Lynn ne prêta pas attention à leur dispute. Elle souriait à une minuscule petite vieille. Celle-ci venait vers elle en s'arrêtant de temps à autre pour saluer des personnages imaginaires et poursuivre avec eux la conversation qu'elle se tenait à elle-même. Lynn savait, pour l'avoir déjà rencontrée, que la petite vieille, au visage rond tout ridé, avait perdu la tête. Il y avait si longtemps que personne ne se rappelait l'avoir connue autrement. Mais elle était si innocente que tout le monde l'aimait et prenait soin d'elle. Elle avait un chapeau de paille noire perché sur son petit chignon bien tiré. Noire aussi était sa robe de laine sur laquelle était noué un grand tablier bleu. Ses yeux étaient couleur de ciel, ses mains menues et légères. Elle a l'air d'un santon de la crèche, pensa Pastor, qui avait mis pied à terre pour accompagner Roseline. Lynn s'avança vers la petite vieille pour lui souhaiter le bonjour. Lorsqu'elle fut tout près, celle-ci lui prit la main, l'entraîna un peu à l'écart sous un gros platane. Ouvrant alors les pans de son tablier bleu, elle montra à Lynn de menus morceaux de bois qu'elle y tenait cachés, et d'un ton mystérieux elle chuchota. « Je ramasse des buscaillots. Vous voulez que je vous aide en attendant mon nom? Non, non. Chut, ne dis rien. Les buscaillots, c'est mon travail. Mais toi, je sais que tu as beaucoup de chagrin en ce moment à cause de tes parents et de ta maison. Elle est jolie, ta maison. Vous la connaissez? s'étonna Lynn. La petite vieille agita sa main légère. Pff, pff, ne t'occupe pas de ce que je connais. Mais tu as toujours été bien aimable pour moi chaque fois que tu es venu à Comps. Alors, écoute-moi bien. Tu vas aller dans la grotte.
avec le chien et la chèvre, tu m'entends? Tu diras au nain qui est sous la terre, je viens de la part de Rosée, je vous porte des buscaillots, et il te mènera là où tu dois aller. Tiens, prends ce petit bois, cache-le, et ne l'oublie pas lorsque tu iras à la grotte. Interloqué, son minuscule fagot à la main, Lynn regarda s'éloigner la petite vieille qui parlait toute seule, faisait de grands gestes et des révérences, et se baissait de temps à autre pour ramasser une brindille de bois qu'elle enfouissait dans son tablier.